Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Boucheron, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. J'invite tous nos collègues à rester dans leur temps. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le budget défense pour l'année 2011 s'inscrit dans un paysage stratégique dont la mutation s'accélère brutalement. Les conséquences concrètes de la crise financière, de la paralysie de l'Europe de la défense, du déplacement du centre du monde vers la zone pacifique guident toutes nos décisions. D'autres collègues dans cet hémicycle traiteront en détail et ont déjà traité les données financières. Votre budget de 38 milliards d'euros avec une baisse programmée de 3,6 sur 3 ans, avec pour cette année 1 milliard de recettes exceptionnelles auxquelles personne ne croit trop. Je rappelle qu'en 2010, ce sont 100 millions qui ont été réalisés sur les 700 promis. Les prestigitateurs de la direction des affaires financières du ministère sont encore passés par là. La réalisation de ce budget sera extrêmement tendue en fin de période. L'important est que cette situation serait presque anecdotique comparée à celle de nos voisins, moins 8% pour la Grande-Bretagne, moins 8,6 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Allemagne, moins 12% de baisse. A contrario, les États-Unis représentent 50% des dépenses militaires du monde, la Chine augmente son budget annuellement entre 15 et 30%, et on pense que dans 10 ans, le budget militaire chinois aura rattrapé celui des États-Unis. Pour la France, autant dire que la loi de programmation et le livre blanc sont obsolètes. En effet, pour l'application de celui-ci, il manquera quelques 25 milliards d'euros d'ici 2020. Il n'y a plus de programmation et il n'y a plus de livre blanc. Il ne faut pas que la logique financière domine les choix stratégiques, sinon ce seront les programmes non engagés, peut-être les plus utiles, qui seront abandonnés. Ce sont les programmes de production qui assécheraient définitivement les programmes de recherche. Depuis l'aventure koweïtienne de Saddam Hussein, on sait que les guerres d'État n'auront plus lieu. L'arme nucléaire et l'organisation de la communauté internationale nous font définitivement changer d'époque. Nous n'aurons plus à traiter que des conflits asymétriques, lointains, visant à sécuriser la planète et à sécuriser nos approvisionnements. Ceci implique de refonder totalement nos choix d'équipement. Cette action est déjà engagée. Elle mérite d'être approfondie, je dirais même radicalisée. Souplesse et rapidité de production d'équipements adaptés aux crises telles qu'elles se présentent. Mise à jour de nos doctrines d'emploi, prise en compte des outils nouveaux. Renseignement, espace, drones, cybernétique, projection, précision doivent être les critères absolus de la définition des programmes futurs. La ressource financière se faisant rare, un meilleur arbitrage doit intervenir pour veiller à l'équilibre entre 3 facteurs fondamentaux. Le nombre d'hommes bien équipés que l'on peut protéger, des spécificités réalistes des matériels produits, enfin le ciblage de la recherche et développement des technologies que l'on veut préserver du décrochage. Ces 3 questions ne peuvent se résoudre au niveau national. Une certaine faillite de l'Europe de la défense nous impose des accords bilatéraux avec des pays d'Europe qui le veulent, avec d'autres si la nécessité s'impose. Il ne peut plus y avoir de tabou dans ce domaine. Comment ne pas constater la panne de l'Europe de la défense? Celle-ci va mal. L'Agence européenne de défense est en hibernation. La mécanique bureaucratique des coopérations structurées permanentes aboutit de façon prévisible au néant. Les institutions européennes sont inaptes à traiter la question de défense. Le symbole le plus abouti est sans doute le veto chypriote qui bloque depuis des années le dialogue nécessaire entre la politique européenne de défense et l'OTAN. Le secteur industriel de la défense souffre évidemment de cette double situation, raréfaction des moyens et blocage de l'Europe. Nous avons connu ces dernières années la crise de l'ADS, celle de la 400M, des hélicoptères militaires et celle du drone européen. Finalement, seuls les secteurs de l'espace, du nucléaire et des missiles se maintiennent au sommet avec des rapports coût-efficacité tout à fait impressionnants comparés aux équivalents américains. Aujourd'hui se pose la question du secteur des avions de combat. La commande de 11 Rafales pour 800 millions d'euros ne résout que pour 3 ans la pérennité de notre aviation militaire. Ceci se fait au prix de réductions capacitaires. Les programmes Scorpion, MRTT, modernisation du démarrage 2000D sont encore décalés.
La faiblesse des crédits recherche et développement produit inévitablement des pertes de compétences industrielles que la remise en cause du mécanisme de crédit d'impôt recherche amplifie. Ces décisions vous étaient imposées par la conjoncture. Cette situation nécessite de redéfinir les priorités nécessaires à une double cohérence, celle du nouveau modèle d'armée et celle du nouveau modèle industriel. Les accords bilatéraux France-Grande-Bretagne annoncés mardi vont dans le bon sens, tant sur le plan industriel qu'opérationnel. C'est du bon travail. Il était temps. L'absence de progrès dans le domaine de la défense européenne depuis des années devenait préoccupant, oppressant. Faute de coopération européenne, vivent donc les coopérations en Europe. Il est évident que les traditions gaullistes et mitterrandistes, basées sur l'indépendance nationale, l'Europe, le franco-allemand, doivent être profondément revisitées. Cela peut plaire ou déplaire, ce n'est pas la question. Se payer de mots serait irresponsable et nous ferait perdre du temps. Cette révision est inéluctable, il faut s'en saisir en intégrant toutes les données stratégiques, industrielles, financières du monde nouveau. Maintenant, une nouvelle définition du concept stratégique de l'OTAN s'impose. Mais sera-t-elle au rendez-vous de Lisbonne? Rien n'est moins sûr. Je n'aurai pas la cruauté de m'étendre sur le bilan de notre nouveau positionnement dans l'OTAN. Le retrait unilatéral par les Américains du JFCOM de Norfolk vide évidemment la CT de toute sa substance. Le déménagement du général Abrial vers Washington, Monsieur le Ministre, est une urgence si nous ne voulons échapper à une situation qui pourrait devenir humiliante. Il ne faut plus s'attacher à des positionnements symboliques et tolérer une bureaucratie coûteuse et quelquefois incompétente dans le temps. Il faut dégraisser avec brutalité cet appareil et remettre le pouvoir politique à sa place. Les partenaires de Lisbonne sont-ils... Pas encore tout à fait, il y a encore du chemin. Les partenaires de Lisbonne sont-ils en situation de trancher entre une OTAN purement défensive ou expéditionnaire, militaire ou civilo-militaire, capable d'affronter les nouveaux risques cybernétiques et énergétiques? La seule décision concrète qui reste d'être prise à Lisbonne est celle de la défense antimissile. Mais personne n'en connaît le contenu exact, ou plus exactement, tout le monde en devine les desseins. La question du système antimissile est un enjeu politique majeur pour l'avenir. Le porte-parole du Pentagone, je parle évidemment de M. Fogh Rasmussen, dont le bruit court qu'il est aussi secrétaire général de l'OTAN, tente de vendre l'idée aux opinions européennes qu'une somme de 100 millions d'euros sur 10 ans leur permettrait de se protéger de missiles balistiques les menaçant. Ce discours trompe les opinions publiques. Passons sur le fait qu'un récent rapport du Pentagone en démontre les constants échecs techniques. Passons sur le fait que ces missiles, s'ils fonctionnaient, ne résisteraient pas à une frappe saturante. Passons sur le fait que toute personne habituée au programme de défense sait qu'une telle somme ne financerait même pas les études amont. Évitons de nous poser la question de qui engagerait le feu, évidemment les Américains. Constatons au passage que son concept est en contradiction totale avec le concept français ou britannique de dissuasion. Les Américains veulent intégrer l'Europe dans leur système de défense. C'est aussi simple que cela. Cette proposition n'est qu'un remake de l'IDS des années 80 ou du GEPAL des années 90. Faut-il le rejeter en bloc? Non. Il nous faut, sous peine d'assécher nos budgets de défense, ne retenir que la partie alerte avancée, qui peut être commune à l'Union européenne et à l'Amérique, et qui ne froisse pas le principe de dissuasion qui nécessite une désignation certaine de l'agresseur. M. Obama est un homme sympathique pour lequel j'ai la plus haute estime, mais comment peut-il parler d'un monde sans armes nucléaires, lui qui peut en déclencher 5000, nous 250, et qui vient de procéder il y a 3 mois à un essai nucléaire subcritique dans le désert du Nevada, quelques semaines après la signature du traité de non-prolifération? La France, qui a signé de nombreux traités d'interdiction des essais, de fabrication de matières fissiles, qui a démantelé une de ses composantes, n'a aucune leçon à recevoir dans le domaine de la non-prolifération. En conclusion, rarement une période n'aura connu un contexte aussi mobile. Jamais les choix stratégiques nécessaires ont été si nombreux, urgents, novateurs. Monsieur le ministre, votre budget a les apparences de l'équilibre. Sa réalisation 2011 va être périlleuse. Votre commission des affaires étrangères, dont j'ai le devoir et l'honneur de rapporter l'avis,
approuve les aspects positifs et votera votre budget. L'opposition, critiquant les aspects négatifs, s'y opposera. Chacun fait son travail à sa place. Mais dans ce débat de qualité qui honore notre Parlement, chacun sent bien que se joue l'influence future de notre continent. Cet enjeu dépasse nos personnes, nos partis politiques et sans doute notre nation. L'essentiel réside dans notre ambition, dans la défense de nos valeurs. Pour la réaliser, je crois notre peuple profondément rassemblé. Il faut conclure. Oui, il y a encore, heureusement, une légitimité en France pour proposer des dépenses de défense. Merci.